Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov reçoit Guillaume Bigot, qui est politologue, éditorialiste, directeur général d'une grande école française et qui présente ce livre Populophobie aux éditions Plomb. Oui, j'allais dire, écoutez, profitez du confinement, ça va peut-être durer, mais en tout cas, confinement ou pas, je le recommande, je ne peux pas ça tous les jours, lisez le livre de Guillaume Bigot, Populophobie, parce qu'il résume très 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 bien, et vous voyez, ça a été écrit avant le Covid-19, même s'il en parle, c'est le miroir qui réfléchit par rapport à où on en est en France, par rapport à la situation française, par rapport à ce que j'appellerais, alors ça c'est mes mots, et j'en prends la responsabilité, une monarchie bananière. C'est même pas une république bananière, c'est une monarchie bananière. Et en fait, Guillaume Bigot l'explique très 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 bien à travers le roi, la monarchie, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et on va lui demander, bien sûr, Guillaume Bigot, est-ce qu'on est en 1788 ou on est loin de ça? Sans comparaison n'étant pas raison, bien sûr. C'est-à-dire, oui, dans toute comparaison historique, on peut trouver des points qui invalident la comparaison. Mais là, on a des points qui la valident. C'est-à-dire que d'abord, on a les caisses de l'État qui sont vides. On a un problème de faillite financière de l'État. Ensuite, il y a une illégitimité fondamentale à lever de nouveaux impôts. D'abord parce que la pression fiscale est maximale. Et ensuite, parce qu'exactement comme en 1788, avec le problème de la taille, c'est-à-dire le fait que les nobles ont refusé de nouveaux impôts, et bien là, finalement, on a supprimé les impôts de ce que j'appelle cette néo-aristocratie, cette nouvelle noblesse, puisqu'on a supprimé l'ISF. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. On a imposé une nouvelle taille avec la taxe sur le diesel. Donc, vous voyez, on taxe les petits, on allège constamment le poids sur les épaules des plus gros, et donc on est dans une situation avec quelque chose de relativement inique, mais aussi à travers la déroute des finances publiques, une interrogation plus fondamentale sur la légitimité de prélever l'impôt, c'est le consentement à l'impôt, c'est la base de la démocratie, et puis la question centrale de la dignité et de l'égalité de tous. Et donc, comment l'appareil d'État est finalement dirigé dans l'intérêt du petit nombre contre la majorité. Et oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que hier, j'avais un économiste, Marc Toiti, qui disait exactement ce que vous dites sur effectivement la dette et le fait qu'on ne peut plus, on a des plafonds d'impôts. Et surtout, donc, il y avait la taille, il y avait la gabelle et la dîme à l'époque. Et puis quand vous dites, c'est intéressant, quand vous dites les grands qui refusent effectivement d'augmenter les impôts ou de payer les impôts, on peut penser aux GAFA, aux plateformes qui refusent absolument, qui ne payent pas un sou d'impôt, en tout cas en Europe, ni même ailleurs d'ailleurs. Ah bah, ce qui reste du tissu économique français, il y a une partie qui reste solide et brillante, c'est-à-dire ces fameuses entreprises du CAC 40, quand on les regarde de près, on se rend compte elles sont d'abord dirigées vers les zones, les lieux où il y a de la croissance, exactement. Le secteur du luxe, le secteur du tourisme, le secteur de la grande distribution, le secteur financier et bancaire, le secteur de l'énergie. Donc, ils ont finalement, tous ces gens-là ont rompu les amarres. Ils ont rompu les amarres parce qu'ils ne font plus leur business ou leur beurre dans l'Hexagone, mais parce qu'en plus, parfois, leurs sièges sociaux ne sont même plus dans l'Hexagone et qu'ils ont des techniques pour défiscaliser leurs bénéfices. Donc, tout va bien de ce point de vue-là. Alors, parlons-en. Donc, vous parlez du clergé, de la noblesse et du tiers-état. On va parler d'un tiers-état divisé, d'ailleurs, et vous l'avez très bien montré, on en parlera. Alors, qui est aujourd'hui, Guillaume Bigot? Qui est qui? Qui est qui? Voilà. Qui est le clergé? Qui est la noblesse, d'abord? La noblesse, parce qu'il y a l'administration, la haute administration, et puis il y a les oligarques, vous en parlez, vous les nommez, d'ailleurs, dans le livre. Et puis voilà. Qui sont ces princes, connus ou inconnus, ou masqués, qui nous dirigent? D'abord, j'ai eu cette intuition, et puis je me suis mis à faire quelques petits calculs simples en regardant finalement quelle était la proportion des aristocrates à la veille de la Révolution française en 1788-1789. Oui. Et on tombe, les historiens s'accordent pour dire, on a 0,35, 0,38% des 35 millions de Français de l'époque qui sont des nobles. On a deux noblesses. On a une noblesse d'épée, une noblesse d'Europe, je vais y revenir. Mais déjà, pour rester sur le calcul, quand on prend
les 100 000 anciens élèves des plus grandes écoles en France, des plus sélectives, et au sommet desquelles, bien sûr, l'ENA, et au sommet de l'ENA, les grands corps, et au sommet des grands corps, l'inspection générale des finances. Donc on retrouve quelque chose de très hiérarchisé dans cette aristocratie. Vous avez 100 000 personnes, et de l'autre côté, ceux qui sont assujettis au nouvel impôt qui a remplacé l'ISF, l'IS, vous avez 150 000 personnes. Donc 150 000 plus 100 000 divisé par 68 millions d'habitants, vous tombez sur 0,35. On a rigoureusement la même proportion d'anciens élèves des très grandes écoles, beaucoup sont des hauts fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires détachés en pantouflage, etc. Et de l'autre côté, disons, les plus grandes fortunes en France, les gens qui détiennent le capital. Et donc, on peut donner deux définitions de ce qu'est l'aristocratie. Aristocratie, ça vient du grec, les meilleurs. Aucune société ne se passe de définir, finalement, ce qui permet de juger de la valeur Bien sûr, des, et puis il faut des élites. et des classes. Voilà. Et il faut des élites. Alors, quel est donc, je reviens, il y a une noblesse de robe, une noblesse d'épée, comme dans l'Ancien Régime. La noblesse de robe, on y accède, on est anobli par les concours. Et d'abord, le concours de l'École nationale d'administration. Et ensuite, la noblesse d'épée, ce n'est plus tirer l'épée pour défendre le roi ou défendre les paysans, ça c'était vraiment la légitimité de base de la noblesse d'Ancien Régime. Non, on est finalement un noble aujourd'hui, on a une valeur en tant qu'individu quand on est capable de faire de l'argent sur les marchés. En fait, c'est le fait de ne pas être salarié, d'être propriétaire de son entreprise, ou en tout cas de disposer, disons, du capital. On revient peut-être à une définition un peu marxiste, mais je vais plus. Enfin, c'est pas exactement une définition purement matérielle. Il faut faire rentrer dedans un critère géographique, c'est où on habite. Donc cette nouvelle noblesse, elle habite dans les centres-villes, disons, mondialisés. C'est le niveau d'études. C'est aussi finalement l'adhésion à un certain nombre d'idées, d'idéaux. Voilà. Alors cette nouvelle noblesse, elle est soit une noblesse qui détient de l'argent des entreprises, qui n'a pas besoin d'être salarié pour vivre, soit une noblesse qui a fait des concours. Alors et les deux vont fusionner, les deux vont habiter dans les mêmes lieux, les deux vont avoir les mêmes idées, et les deux vont vouloir tout faire absolument pour se distinguer du bas peuple et être à part. Et aussi finalement passer de l'une à l'autre, c'est-à-dire passer du service public au privé et vice-versa. Il y a une alliance. Il y a une alliance et le personnage d'Emmanuel Macron, je dis que c'est un peu comme la cristallisation. Vous savez, les spécialistes de la littérature parlent de la princesse de Clèves, ils disent c'est le mécanisme de la cristallisation. C'est-à-dire quand c'est un dalle. Stendhal explique le mécanisme de la cristallisation à la princesse de Clèves. Lorsque l'amoureux de la princesse de Clèves voit la princesse de Clèves, voilà, il a flashé, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est la condensation, c'est la cristallisation de cette classe dirigeante, parce que c'est lui, à la fois, il a été, comme on a dit, il a pantouflé, c'est-à-dire c'est un énarque, c'est un haut fonctionnaire, il a été anobli par le concours, et en même temps il s'est mis au service de la finance, de la banque Rothschild, où il a gagné de l'argent, donc il a accédé à une autre forme de noblesse, c'est de détenir suffisamment de capital pour pas avoir besoin de travailler. C'est le comprimé chauffé à blanc de cette interaction. Il est la forme la plus pure, finalement, chimiquement pure de cette néo-aristocratie. Alors cette néo-aristocratie, elle a comme caractéristique, un peu comme l'aristocratie d'Ancien Régime, et c'est pour ça qu'il y a une analogie, elle a comme caractéristique d'avoir finalement vouloir toujours maintenir ses privilèges, voire les étendre, mais simultanément d'estimer ne plus avoir de devoirs. Noblesse n'oblige plus. C'est ça qui a déclenché la Révolution française. On a les droits, mais on n'a pas les devoirs. Exactement. Et moins on a de devoirs, et plus on veut de droits. Et moins on a de devoirs, moins on a d'utilité sociale en tant que classe dirigeante, et plus finalement on se montre arrogant, et on veut vivre complètement séparé de la population. Et il y a quelque chose de fascinant quand on relit le texte de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Il montre bien comment une aristocratie à bout de course, elle a trois caractéristiques. Une aristocratie à bout de course, d'abord, elle refuse de renouvellement de l'extérieur. Elle tend à se scléroser sociologiquement. Les énarques sont maintenant des enfants d'énarques de plus en plus. Pour accéder à l'argent, voilà, exactement. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la méritocratie républicaine qui incarne le concours, ou même le capitalisme, être capable de faire de l'argent, de réussir économiquement sur les marchés, c'est un principe de méritocratie. C'est la valeur individuelle, finalement. Mais là, on a un système héréditaire. Voilà ce que dit Tocqueville. C'est la première caractéristique. L'autre caractéristique dont parle Tocqueville, il dit, mais finalement, une classe dirigeante qui est en bout de course,
elle va s'arc-bouter non seulement sur ses privilèges, mais sur ses préjugés. Parce que toute classe dirigeante, finalement, se pique de ne pas penser la même chose que le commun des mortels. Ça veut dire quoi aujourd'hui, par exemple, juste quand vous dites s'arc-bouter sur ses préjugés, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire que le marché et le bon plaisir est au-dessus de tout. L'Europe doit remplacer l'État-nation et l'État de droit doit remplacer finalement la loi votée par la majorité. Et la troisième pour aller chez Tocqueville, il y a cette idée que il va y avoir une arrogance comme jamais. C'est-à-dire que finalement, à mesure que la classe dirigeante est de moins en moins utile, qu'elle rend de moins en moins de services, elle va chercher à être de plus en plus à part, de faire vraiment bande à part. Et on a exactement ce mécanisme aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant. On va continuer avec vous, Guillaume Bigot, livre passionnant, où on en est aujourd'hui, effectivement, 1788, est-ce qu'on est un an avant? On va en reparler, et on va continuer à parler, surtout du clergé, et puis du tiers-état. Absolument, suspense. Et puis, ils ne font pas forcément partie du tiers-état, mais nos auditeurs peuvent appeler 0826 300 300. Vous avez la parole à partir de 13h15. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En fait, Guillaume Bigot aurait pu intituler son livre « Assaillera les aristocrates à la lanterne ». Pourquoi? Alors lui, c'est parce qu'il est quand même un universitaire, il ne va pas faire n'importe quoi. Il dit pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. Mais justement, cette classe dirigeante, Guillaume Bigot, on a commencé à en parler, très intéressant d'ailleurs, avec la noblesse. Alors parlons du clergé et du tiers-état. Alors, qui est aujourd'hui le clergé? Ça représente quoi? Vous savez, André Berkoff, on entend souvent cette calembredaine des 1%. C'est-à-dire qu'il faudrait que 1%, la mondialisation, la globalisation fonctionnerait par et pour et grâce au 1%. Mais alors là, j'ai réduit, je passais à 0,35%. C'était la proportion de la noblesse dans l'Ancien Régime et la nouvelle noblesse que j'identifie. Mais en fait, c'est ni 0,35 ni 1%. Ça ne peut fonctionner que parce que 20 à 30%, peut-être 25% de la population totale trouve un intérêt à ce mécanisme de la globalisation. Alors là, c'est pas mon diagnostic, c'est un diagnostic qui a été posé par le géographe Christophe Guilluy, c'est un diagnostic qui a été posé par l'historien britannique David Goodhart, les Somewhere, les Anywhere. Je vous refais pas cette démonstration désormais classique. Ce qui est intéressant, c'est par analogie avec l'Ancien Régime, c'est de savoir qu'il y a une classe, finalement, qui est au service de la noblesse, qui partage ses préjugés et dont le travail, la position sociale va consister à légitimer l'ensemble. À la fois, elle profite de la globalisation, effectivement, par son niveau d'études, elle profite de la globalisation parce qu'elle habite dans les centres-villes de ces grandes métropoles qui sont levées par les... comme la noblesse. Comme la noblesse, les courants de la globalisation. Et puis, elle n'est pas menacée par la pauvreté. Contrairement à la noblesse, elle a quand même besoin de travailler pour vivre, mais elle n'est pas menacée. Alors de qui s'agit-il? Ce sont en fait, là aussi, il y a une stratification. Au sommet, vous avez les gens connus, les people, vous avez les acteurs, vous avez les gens des milieux culturels, vous avez le showbiz, les journalistes, etc. Les intellectuels. Alors vous avez des gens qui sont en rupture de banc, on les appelle les néo-réacs, ils ont choisi la cause du peuple, donc ils sont une minorité, ils sont excommuniés. Excommuniés, on revient sur une idée de clergé. Et alors, le clergé, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est finalement de prier, ce que j'appelle les prieurs de la globalisation, les prieurs de l'Europe, les prieurs de la tolérance, les prieurs des migrants, les prieurs contre le réchauffement climatique. Ces gens-là ont un dieu, c'est le dieu marché, le dieu globalisation. Ils pensent que ce dieu a des saints, finalement. L'Union européenne, c'est un des saints de la globalisation. Le multilatéralisme, c'est un des saints de la globalisation. L'état de droit, c'est un des saints de la globalisation. Et ils ne comprennent absolument pas le populisme. Ils sont interdits et effarés d'ailleurs. Il leur sera beaucoup pardonné. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Les gens qui votent pour le Rassemblement national, pour la France insoumise, etc. Donc on peut définir. Vous voulez dire, c'est un peu ils ont la position, vous savez, que disait Bertolt Brecht, ils veulent dissoudre le peuple. Ils en ont marre des mots où ils ne comprennent pas, où c'est étranger pour eux. Je pense qu'il y a une idée de... si on se réfère aux évangiles, les évangiles parlent d'aimer votre prochain. C'est pas le lointain, c'est le prochain. Oui. C'est les gens qu'on a sous les yeux. Alors on peut se dire, ces bobos, finalement, ce sont des tartuffes, puisqu'ils aiment les migrants qui sont lointains, ils ne voient pas leur misère près de chez eux. Voilà. Ouais. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, ils ont des migrants qui leur livrent leur plat Deliveroo, ils ont des migrants qui gardent leurs enfants des nounous ivoiriennes sans papier, ils ont des migrants
pakistanais qui font la vaisselle dans le restaurant, etc. Donc c'est pas vrai. Ils ont sous les yeux, finalement, une misère qui vient du monde entier. Tandis que la France périphérique ou la France des banlieues, ils ne la voient pas. Elle est finalement beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il y a... c'est pas vraiment... Ce qui est important de comprendre pour faire le diagnostic juste, c'est qu'il ne s'agit pas de faire... Il s'agit de comprendre comment les gens se représentent leur bon droit, en fait. Ils sont dans leur bon droit. Oui, ils sont sincères. Ils sont absolument sincères. Si on pense que c'est un sort de complot, on n'y comprend rien. En réalité, ils sont sincères et ils sont effarés par l'idée que des beaufs pourraient vouloir mettre en cause les lois magiques du marché, de la globalisation et de tous ces bienfaits. Les Dupont-Lajoie, les Plouc, etc. Exactement. Ils se souviennent des heures les plus sombres et ils se disent que si on n'arrête pas le peuple par l'état de droit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner ? Oui, en même temps, soyons clairs, Guillaume Bigot, ils sont contents de garder leurs privilèges. Hein. Ça aussi, ça va. Bien sûr. Alors, parlons maintenant du tiers-État, qui lui, alors, contrairement peut-être, alors justement, à 1788 ou 89, est fendillé, morcelé, archipélisé. Ce tiers-État, là, d'aujourd'hui, de 2020, c'est quoi ? Alors, on va en parler, mais peut-être pour qu'on comprenne bien aussi, ce clergé, il est plus vaste. On a parlé du haut clergé, d'une certaine façon, mais il y a aussi un bas clergé. Je pense que tous les cadres sup, tous les gens qui ont fait des études supérieures et qui habitent dans les centres-villes et qui vont voter, parce qu'il y a une définition presque économique, sociologique, par les idéaux, mais il y a aussi un comportement électoral qui est important. Ce sont des gens qui vont encore voter PS, qui vont encore voter LR, qui vont encore voter LREM. C'est ça, finalement. Donc, on retrouve vraiment ce socle d'Emmanuel Macron, c'est 20-25%. Bon, alors maintenant passons au tiers-État. Le tiers-État, c'est tout le reste. C'est très simple, c'est comme CIS. Qu'est-ce que le tiers-État ? Qu'a-t-il été jusqu'à présent, etc. Donc, le tiers-État, c'est ceux qui votent pour les partis populistes, hein, ils sont déjà très nombreux, mais il y a surtout la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire l'abstentionnisme, qui est quand même le premier parti de France, qui est énorme. Et on retrouve 70% probablement de la population française qui n'est pas visible. Et ce tiers-État, il a comme caractéristique, d'être exposé à la misère. Soit il se débat déjà dans la misère, soit il peut y tomber à n'importe quel moment. Précarité. Il va vraiment gagner très peu d'argent. On retrouve à l'intérieur de ce tiers-État des gens qui n'ont pas nécessairement fait beaucoup d'études. On retrouve à l'intérieur de ce tiers-État des gens qui vont habiter dans la fameuse France périphérique, désormais célèbre en raison des analyses très judicieuses du géographe Guy Louis. Et puis, ce tiers-État, la première chose qui frappe, c'est qu'il est morcelé. Il est morcelé parce qu'il y a ce que j'appelle un tiers séparatiste. Là, ça tombe bien, on est mercredi au Conseil des ministres, c'est le projet de loi. La loi sur les le projet de loi sur le séparatisme. Alors ceux-là, en fait, la France, c'est pas ils font sécession quelque part. Écoutez, ils auraient, objectivement, pour parler comme les marxistes, ils auraient des raisons économiques et sociales, parce que finalement, eux aussi sont victimes de la politique de l'Union européenne, ils sont victimes de la politique de l'austérité, ils sont victimes de cet écrasement, finalement, de la volonté populaire par l'état de droit, et de la stratégie, disons, validée de la globalisation. Donc ils en sont victimes. Donc ils devraient se solidariser avec les Gilets jaunes, se solidariser aussi avec le reste du tiers-État. Et c'est pas le cas. Alors pourquoi c'est pas le cas ? C'est pas le cas d'abord parce qu'ils sont mieux considérés sur un plan symbolique et parfois même financier, avec des transferts financiers, par la noblesse. La noblesse et le clergé les adorent, les célèbrent. C'est la célébration du communautarisme. Mais est-ce qu'il y a une pointe de cynisme aussi dans cette attitude ? C'est-à-dire qu'à force d'exalter en permanence ce qui va diviser les gens, c'est-à-dire la couleur de peau, la religion, etc. Le marketing des minorités. Bien sûr, c'est assez pratique. Mais le marketing des minorités, on sait qu'il a des milliers de ressorts. Il a un ressort marketing, c'est-à-dire que si on arrive à segmenter, on peut vendre des choses aux Noirs, aux musulmans, aux femmes transgenres, etc. C'est très bon pour le capitalisme. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est de dire, finalement, on l'a peut-être pas insisté suffisamment, cette noblesse, elle a un paradigme absolu qui permet de comprendre comment la construction européenne, donc le fait de se débarrasser de l'État-nation, donc d'une certaine façon la démocratie, de préférer aussi le gouvernement des juges, l'État de droit au vote de la loi majoritaire, et finalement le marché in fine et l'enrichissement individuel, comment tout ça se rejoint dans une sorte de ce qu'on appelle un paradigme. Ouais. Et le paradigme, c'est le bon plaisir individuel. Le bon plaisir individuel, über alles. C'est-à-dire il n'y a rien d'au-dessus. Et c'est exprimé très clairement par Emmanuel Macron dans son discours sur le deuxième confinement. Il dit pour nous, il n'y a rien au-dessus de la vie humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus
le collectif n'a plus de valeur que l'individu. Collectif, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'idéal collectif, il n'y a pas d'idéal rassembleur. Exactement. Or, le bon plaisir individuel, c'est aussi ce qui va... animer les trafiquants de stupéfiants, par exemple. Ils vont chercher, c'est une forme de capitalisme un peu sauvage, mais c'est néanmoins une forme de capitalisme. Libre circulation des hommes, des drogues, des armes et des idées. Exactement. Et si vous poussez le raisonnement jusqu'à son terme, vous dites que finalement, on est dans un sort de relativisme, tout se vaut, c'est l'omnitolérance, ce qu'on appelle les valeurs républicaines, c'est la célébration de la mièvrerie généralisée. Donc un tiers-État complètement divisé, effrité... séparé. C'est un mécanisme qui s'est installé à bas bruit parce que pendant 30 ou 40 ans, si vous faites venir des populations immigrées, qu'il n'y a plus de croissance économique et plus d'emplois, que vous les concentrez, que vous fermez plus ou moins les yeux sur la manière dont ils vont s'auto-organiser avec des trafics, qu'en réalité, et là on ne peut pas accuser la noblesse d'avoir favorisé l'islamisme, l'islamisme c'est un phénomène planétaire. C'est une idéologie. C'est synchronisé. Il s'avère qu'au même moment, l'islamisme est monté en puissance dans le monde musulman et donc a atteint aussi et a gangréné nos fameuses banlieues. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une sorte de contre-société géographiquement bien localisée qui va s'installer et on en est là. Et donc vis-à-vis de ça, oui, la classe dirigeante, c'est-à-dire le clergé et la noblesse vont avoir une responsabilité écrasante. D'abord par leur choix de politique d'austérité qui fait qu'on n'aura pas de travail, donc ça va favoriser le trafic de stupéfiants, parce qu'ils ne vont pas stopper l'immigration et donc le phénomène va faire que s'envenimer et s'aggraver, mais aussi parce qu'il y a l'idée de cette construction européenne qui doit remplacer l'État-nation. On exalte plus ce qui est commun, on exalte plus ce qu'il y a, qui va réunir les Français, quelle que soit leur origine. Et ne pas oublier l'électoralisme, évidemment, comme vous le savez, Guillaume Bigot. Exactement. On continue avec Guillaume Bigot, avec Populophobie et avec nos auditeurs. Et avec nos auditeurs, exactement, qui nous appellent au 0826 300 300. Vous pouvez commencer à nous appeler dès maintenant et réagir justement au sujet de Guillaume Bigot, la populophobie, la noblesse moderne, les élites, la souveraineté des peuples, et puis les autres sujets, le vaccin. Est-ce que, en l'état actuel de données scientifiques, est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous iriez vous faire vacciner? Sachant que pour le moment, et même Olivier Véran l'a rappelé, nous n'avons que les communications des laboratoires. On vous attend sur tous ces sujets. 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, exactement. Les Français parlent au français. C'est aux auditeurs de Sud Radio de s'adresser à Guillaume Bigot et à André Berkoff. Et vous nous appelez 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Hervé qui nous appelle de Villegouge. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à vos invités. On vous écoute Hervé. Écoutez, moi je vous appelle pour répondre aux médecins que vous aviez en début d'émission. Oui. Déjà, la première chose que j'aimerais dire, quand des personnels médicaux passent dans des émissions de médias, la première chose à faire déjà, c'est déclarer les conflits d'intérêts. Oui. C'est déjà obligatoire par la loi, donc et deuxièmement, ils sont complètement non crédibles. À partir du moment où ils ne déclarent pas leurs conflits d'intérêts, ils ne sont plus crédibles. Première chose. Deuxième chose, juste un mot, Hervé. Je ne sais pas. Alors, évidemment, le docteur Epstein n'est plus là. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. On lui demandera et il répondra. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de médecins généralistes aient des conflits d'intérêts. En général, ça se passe au niveau des spécialistes. Mais enfin, on verra. Excusez-moi, je ne connais pas beaucoup de médecins généralistes qui partent en vacances sur leur propre denier. Ils sont invités par les laboratoires, donc ça part déjà de là. D'accord, on verra. Oui. Deuxièmement, ce monsieur nous dit qu'on n'a aucune donnée, mais il faut faire confiance. Alors j'aimerais bien lui rappeler quand même une chose, la confiance, ça commence déjà par là. Le Remdesivir que l'Europe a acheté pour plus d'1 milliard. Exact, 1 milliard, oui. Trois jours après, l'OMS nous dit qu'il ne faut surtout pas le prendre, ça ne sert à rien, et en plus c'est dangereux. Sachant que le laboratoire qui nous a vendu le Remdesivir était au courant déjà de l'étude 15 jours avant la vente. Tout à fait. Il l'a vendu quand même. L'OMS l'avait signalé au laboratoire. Non, juste un mot, Hervé. L'OMS l'avait signalé au laboratoire quelques jours avant que l'Union européenne n'achète le Remdesivir. C'est vrai.
Oui, mais le laboratoire, lui, avait l'étude déjà depuis 15 jours avant la vente. D'accord. Et donc, ces gens-là nous vendent quand même le remdesivir pour 1,2 milliard, sachant très bien que ça ne servira à rien et que c'est dangereux. Et en nous répondant que l'étude, on s'en tape parce que de toute façon, nous, on n'y croit pas. Et ben moi, je suis désolé de leur dire, moi, je ne les crois pas. Première chose. Deuxième chose, vous prenez l'étude de Pfizer. Oui. Vous lisez l'étude de Pfizer, vous lirez dedans que lorsque les gens prennent le vaccin de Pfizer, dans 16% des cas, ils développent des cas de Covid graves. S'ils ne prennent pas le vaccin, ils ne développent des cas de Covid graves que dans 8%. Ça donne super confiance. Dites-moi Hervé, attendez juste, ça m'intéresse ça. Comment vous avez eu l'étude de Pfizer et Olivier Véran dit qu'il ne l'a pas eu? Eh bien, vous allez voir plein d'autres gens qui sont des médecins, qui sont des chercheurs et qui vous le diront. Ah ben c'est très bien. Non mais c'est intéressant. Voilà, c'est une bonne information. L'étude de Pfizer, 16% de cas graves quand on prend le virus, le vaccin, et 8% seulement quand on ne le prend pas. Oui, donc, c'est moi, Alexandria. Exact, c'est Orion Côte qui l'a dit, oui, tout à fait. Voilà, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Et quand vous avez un gouvernement qui nous ment depuis le départ, sans arrêt, parce qu'on dit qu'au début, il fallait pas mettre les masques, maintenant il faut mettre les masques. C'est pas du tout ça. Au début, on avait des masques, on nous a interdit de les mettre. On nous a interdit de les mettre. Il y a des pharmacies qui avaient des masques, on leur a réquisitionnés, on leur a interdit même de les donner aux hôpitaux. C'est beaucoup plus grave que ça. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs. Il y a un entrepreneur en Bretagne. Non, c'est vrai, Hervé. Attendez, oui, mais non, c'est pas vrai qu'on regorgeait de masques en France. Il y avait les entrepreneurs, mais il n'y avait pas réquisition. En fait, non, écoutez, ça, je peux vous dire parce que ça, on a enquêté là-dessus. Très sincèrement, et c'est pas pour défendre quoi que ce soit. En fait, ils avaient détruit les stocks de masques pratiquement aux 3/4 et il restait pas assez pour fournir la population et c'est pour ça qu'ils nous ont menti. Et ça, je vous rejoins en disant qu'on n'avait pas besoin de masques. Mais il n'y avait pas assez. Mais enfin, continuez. On leur a interdit de les donner aux hôpitaux. Je vous parle d'un entrepreneur en Bretagne qui avait des contacts avec la Chine, qui a acheté des masques. Il a eu 1500 masques, je crois, de tête, qu'il a eu gratuit et a donné à la police. Et les autres masques, il les a vendus à prix d'achat aux infirmières. Et la police est venue chez lui et lui a réquisitionné tous les masques et on l'a foutu au tribunal. Vous voyez? Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est messieurs du gouvernement qui nous disent qu'ils ne pouvaient pas avoir de masques. Bizarrement, la région de Besançon, la région de Bourgogne, eux, ils avaient fait une commande de masques, ils l'ont reçu et c'est monsieur Castaner qui l'a volé sur l'aéroport. Qui, dans un premier temps, a dit que ce n'était pas vrai et 15 jours après, il a admis que c'était vrai, mais que c'était pas normal qu'une région l'ait avant le gouvernement. Mais seulement si le gouvernement faisait son boulot, on en aurait eu des masques. Moi, personnellement, j'achète plein de trucs en Chine. Tous les jours, j'avais des propositions de la Chine pour avoir des masques KN95. À l'époque, vous parlez à l'époque, oui. Bien sûr, à l'époque, oui. Tous les jours, j'avais des offres pour en avoir. D'accord, non mais c'est... Le gouvernement a tout fait pour qu'on n'en ait pas. Alors, dans un premier temps, il a interdit qu'on les mette. Deuxième temps, c'était carrément... il fallait pas les vendre, interdiction de les vendre, etc. Ensuite, on nous dit qu'il faut les mettre. Maintenant, c'est vraiment verbalisable si vous les mettez pas. Alors qu'on sait très bien dans toutes les études, ça date pas d'aujourd'hui, que ces masques ne servent à rien. Ça dépend où, ça dépend quand. Non, mais Hervé, ne soyez pas blanc et noir. C'est plus compliqué que ça. Ne dites pas les masques servent à rien. Le masque, un masque FFP2, d'accord. Un masque FFP1. Ben voilà, oui. Déjà, il y a FFP2 et autres. Voilà. Des masques qu'on nous fait mettre dans la rue, personne n'a un masque FFP2. Non, mais ne pas confondre. Je suis d'accord, mais ne pas confondre. Il faut préciser, c'est tout. Non, mais c'est important de préciser. Les masques qu'on porte dans la rue ne servent à rien. Le confinement ne sert à rien. Donc vous ne ferez pas vacciner. Hervé, vous ne ferez pas. Vous ne ferez pas vacciner, vous. Ni aujourd'hui, ni jamais. Jamais, d'accord. Et moi, j'avertis déjà que le gouvernement voulait nous obliger de nous vacciner. Maintenant, ils font marche arrière parce qu'il y a trop de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ils vont nous la jouer autrement. Maintenant, ils vont nous la jouer, comme nous a dit M. Barbier sur BFM Media. Ils vont la jouer en disant les gens vont se punir eux-mêmes, ils ne pourront plus aller au cinéma, ils ne pourront plus prendre les transports en commun, ils ne pourront plus rien faire s'ils ne sont pas vaccinés. Et moi, ce monsieur-là, je suis désolé de vous le dire, mais s'il se prend pour un journaliste, moi, je ne le prends pas pour un journaliste. Il est plus M. Barbier dit ce qu'il veut, ce n'est pas M. Barbier qui va décider. Il dit toujours ce que M. Macron dit 10 jours après. Écoutez, c'est ça qui est bizarre. On verra. En tout cas, ce n'est pas demain la veille que le vaccin sera obligatoire. Ça c'est clair. Mais on en reparlera. Merci Hervé. Merci en tout cas de votre coup de gueule au bon sens du terme. Merci beaucoup Hervé. Je rappelle qu'évidemment, tout le monde a la parole, d'accord ou pas d'accord avec André Berkoff sur Sud Radio au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler et vous pouvez aussi interpeller notre invité, Guillaume Bigot.
Et la conversation continue entre André Berkoff et son invité Guillaume Bigot. Et vous qui nous appelez tous au 0826 300 300. On file à Perpignan, tiens, pour donner la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour à vous deux. Bonjour Oui. Nicolas. Je tiens à vous remercier, cher André, pour votre émission. La parole est libre. Et c'est vrai que je suis très touché par les sujets que vous faites. Merci d'être là pour la France. Voilà, Merci Nicolas. Mais ça me touche beaucoup. Dites-moi, alors Nicolas. Alors moi j'interpelle notre invité. Oui. Il nous a parlé de nous en fait. Il nous parle de notre peuple, de notre France. Oui. Et moi je n'oublie pas que nous sommes un peuple gaulois. Et j'aurais aimé avoir son avis sur le fait que nous soyons un peuple très corporatiste aussi. C'est-à-dire qu'on est très organisé par profession, les agriculteurs, les journalistes, les fonctionnaires. Chacun défend son petit droit. Les communes, par exemple, c'est des esprits très clochers en France. Chaque commune ne s'occupe que de son clocher. Et je me demande si, finalement, on n'est pas finalement un peuple odieux entre nous. On est au courant de ce qu'il se passe dans les difficultés des autres corporations, des autres sujets. Mais malgré cela, c'est pas pour cela qu'on va forcément être solidaire naturellement. Ouais. Et dans tout ça, on est aussi un peuple, pour moi, très légaliste. On fait confiance à la loi et on a besoin du tribunal, en fait. On est un producteur de normes permanentes, c'est-à-dire qu'on a des classes élitistes, l'ENA, comme il l'évoque, cette aristocratie qui finalement crée la norme. C'est eux qui font les lois, c'est eux qui proposent nos règles. Et on est obligé d'avoir 400 000 normes en France pour arriver à se supporter, en gros. Je voudrais l'interroger sur ce corporatisme. Est-ce qu'on n'est pas un peuple odieux entre nous, finalement ? C'est très intéressant, Nicolas, ce qu'il dit. C'est vrai qu'il parle du corporatisme, c'est vrai qu'il parle... C'est-à-dire, en même temps, on veut tout changer, mais en même temps, chacun est replié sur son précaré, qu'il soit corporatiste, municipal ou autre. Guillaume Bigot. Merci, Nicolas. Je trouve que c'est une remarque... très juste. D'abord parce que mon propos, c'est de dénoncer la détestation, le mépris et l'ignorance du peuple par les classes dirigeantes. Ce que j'appelle la populophobie, parce que le populisme dont on nous parle beaucoup n'est qu'un effet, n'est pas une cause. Mais vous avez raison, il ne faut pas tomber dans le diagnostic inverse, c'est-à-dire le peuple est tout blanc et gentil et les élites sont des méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est pas du tout ce que j'ai essayé de montrer. Et vous avez raison de dire que le peuple a ses torts. Et c'était, on a toujours les dirigeants qu'on mérite d'une certaine façon. Mais il me semble que la responsabilité des dirigeants par construction, pratiquement, la responsabilité des élites d'une classe dirigeante n'est pas du tout la même que celle de la population. Autrement dit, oui, le peuple a ces tendances-là, et notamment aujourd'hui, et notamment une tendance aussi au bon plaisir individuel, au sauf qui peut, à chercher à défendre son bout de beefsteak, son bout de gras, mais le poisson pourri par la tête. Enfin, qui donne le modèle ? Moi, je suis chef d'entreprise. On voit bien qu'il y a un certain nombre de salariés qui vont chercher à faire des prud'hommes. Mais c'est ce que j'appelle le parachute doré du pauvre. C'est évident qu'à partir du moment où les gens qui dirigent dans leur intérêt à eux et vont planter leur entreprise pour ensuite prendre de l'argent, enfin pas tous évidemment, mais ce sont des phénomènes qui existent. Alors on peut imaginer que ce genre de comportement, si finalement le nec plus ultra, c'est chercher à servir son intérêt, c'est un modèle qui va être pris, pour exemple, par tous. Ensuite, deuxièmement, j'aime beaucoup aussi votre réflexion parce que ça nous ramène à quelque chose que j'évoque dans le livre, c'est-à-dire au long terme de l'histoire de France, ce que j'appelle l'ADN juridique, politique, historique du pays. En réalité, notre pays, on ne voit jamais les lunettes qu'on a sur le nez. Notre pays est très très particulier. Pourquoi il est très particulier ? Parce que c'est un pays qui est d'une incroyable diversité. Vous y allusion, c'est Clochemer, les petits pagus romains, les petits pays, les petits qui vont se battre entre eux à l'intérieur d'une vallée, à l'intérieur d'une région. Au-delà de ça, il y a une variété incroyable. Les Bretons, les Normands, les Basques, les Alsaciens, il y a une variété ethnique, ethnographique, une variété géographique absolument sidérante en France. Sur un petit territoire, il y a une incroyable diversité. Or, c'est le pays de l'unité. C'est le pays du centralisme. C'est le total. Regardez la carte de la SNCF, vous aurez tout compris à l'histoire de France. On voit bien ce qu'est la France. Ce qu'est la France, c'est un travail d'unification par la force. À partir d'un centre, à partir de Paris, il y a eu cette extension du précaré. Et donc on comprend beaucoup de choses. On comprend ce rapport, finalement, ces espèces d'alliances que je décris entre le souverain, entre le pouvoir central et le peuple. Pourquoi ? Parce que souvent, les rois de France ont rencontré sur leur chemin ce qu'on appelait dans l'Ancien Régime des importants. C'est-à-dire, ils ont rencontré une noblesse, ils ont rencontré des nobles qui ne voulaient pas se soumettre. C'est la raison pour laquelle vous trouvez, par exemple, en France, très peu de châteaux forts intègres. La plupart des châteaux forts ont été ce qu'on appelle émondés. Il faut aller
en Syrie pour voir un château fort. Et compagnie, oui. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les rois de France ont cassé, finalement, ont brisé les reins des importants, des puissants, en faisant alliance avec la paysannerie. Regardez ce qui fait, et tous les historiens s'accordent à le dire, la naissance du sentiment national en France. C'est la figure de Jeanne d'Arc. C'est la guerre de 100 ans. Qu'est-ce que c'est Jeanne d'Arc ? C'est une paysanne analphabète qui va remettre sur la tête du roi sa couronne. Et on est des siècles avant la Révolution française. On voit donc comment cette alliance est extrêmement lointaine et puissante. Au-delà de la différence entre monarchie et république, il y a l'idée en France d'un bien commun où un personnage, une femme, un homme, qu'importe, mais un pouvoir central, va s'appuyer sur les petits contre les gros. Mais alors Guillaume Bigot, aujourd'hui... C'est Tintin, là. Enfin, vous voyez, c'est Tintin, la mais France. aujourd'hui, petit contre les gros. Cette monarchie, enfin, parlons-là, elle n'est pas très reconnaissante aux paysans et à Jeanne d'Arc. Regardez ce qui se passe avec les paysans français aujourd'hui, en tout cas les petits paysans qui crèvent. Et c'est pas seulement les petits paysans qui crèvent, c'est la classe moyenne qui crève, c'est les ouvriers qui crèvent, c'est les banlieues qui crèvent. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un roi qui a pris fait et cause pour les importants. Et j'ai oublié un autre élément dans ce tableau, et on revient à la guerre de 100 ans, c'est qu'il y a toujours... Enfin, il y a cette volonté de maintenir l'intégrité du territoire ou d'imposer finalement, enfin, faire en sorte que le pouvoir en France ne fasse la loi de l'étranger ne s'impose pas, la loi du Saint-Empire romain germanique ne s'impose pas, la loi du Troisième Reich ne s'impose pas, la loi de la Grande-Bretagne ne s'impose pas, la loi de Maastricht ne s'impose pas, la loi des marchés financiers ne s'impose pas, la loi de la Chine ne s'impose pas, loi de Huber ne s'impose pas, et donc la politique française traditionnelle, c'est un souverain qui s'appelle Bonaparte, qui s'appelle Louis XIV, qui s'appelle Clémenceau, qui s'appelle Charles de Gaulle, qui s'appuie sur les petits pour dire merde aux gros. Et là, on a l'inverse. On a quelqu'un qui va faire alliance, une alliance avec les GAFA, une alliance avec, disons, toute cette classe dirigeante du CAC 40, une alliance avec l'énarchie, une alliance avec les importants, et qui va finalement plier la majorité, plier l'intérêt français au service, non seulement de l'étranger, mais des importants. Quand il proclame la souveraineté européenne, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est, non seulement c'est une forfaiture au sens juridique, c'est, si on était dans l'ordre religieux, on dirait que c'est un parjure. En réalité. C'est-à-dire qu'il va par rapport à la France. C'est pas par rapport à la France, c'est par rapport à notre Constitution. C'est par rapport à la loi des Français. La souveraineté appartient au peuple, il exerce par ses représentants la souveraineté française. La souveraineté européenne, c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Clémence. Allez, on continue avec nos éditeurs. 0826 300 300. On donne la parole à Abdelkarim qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Abdelkarim. Oui, bonjour Abdelkarim. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à toute votre équipe. Je vous appelais justement parce que je sortais de mon travail, donc je vous écoutais tranquillement et j'entendais justement cette chanson qui passait sur France Inter. Vous savez, ça, en insultant directement la communauté chrétienne, donc sur Jésus. Et donc j'appelais justement pour, pas un coup de gueule, mais vraiment pour apporter un soutien à cette communauté, quoi. Et c'est là que vraiment, je me dis que on va droit dans le mur, quoi. La France est aveugle, quoi. On se permet d'insulter toute communauté, toutes idées, et tout et n'importe quoi au nom du droit, mais jamais au nom du respect. Vous voyez ? Voilà, on parle toujours au nom du droit. J'ai le droit d'insulter mon voisin, mais j'ai aussi le droit de ne pas le respecter. Oui. Donc je trouve ça scandaleux, c'est vraiment... Et vous dites que le respect, c'est quand même une vertu, et c'est important, le respect, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce qui fait aussi le vivre ensemble. On peut pas dire qu'on peut vivre ensemble en insultant notre voisin. Ça, c'est comme mélanger la vérité au mensonge. Donc voilà, donc un soutien à la communauté chrétienne. Et je trouve que le blasphème, je pense que ça doit être un délit. Oui, c'est vrai, mais alors ça vous introduisez une discussion qui nous amène loin, parce que moi je vais vous dire, le blasphème, moi je trouve ça lamentable parce que c'est minable. Je ne sais pas si, mais vous voyez, c'est la différence. Mais je trouve que, comment vous dire, c'est pas il a le droit. Je trouve ça minable. Moi personnellement, je respecte, je veux dire, toute croyance. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si quelqu'un a envie de blasphémer, le blasphème doit pas être un délit. C'est une opinion. C'est pas un délit, parce que si on fait le blasphème, c'est un délit. Le problème, c'est qu'on arrête le cursus. J'ai le droit, si vous voulez, vous avez le droit de critiquer tel ou tel aspect de telle ou telle religion ou de telle ou telle croyance. Simplement, il ne faut pas tomber, et eux, ils sont tombés dans la petite insulte minable. C'est autre chose. Ça, c'est quand même des insultes.
Vous voyez ? Oui, bien sûr. En tout cas... du moment, c'est un manque de respect. Absolument, je suis d'accord. Du moment où il y a un manque de respect entre deux individus, il ne peut pas y avoir de respect. On est d'accord. Guillaume Bigot. Oui, ce que je voulais vous dire, cher monsieur, c'est qu'en fait, je pense que la caractéristique de la France, c'est de ne pas avoir de communauté. C'est-à-dire, les communautés, c'est vraiment du colonialisme mental américain. C'est vraiment être aux ordres de nos bons maîtres américains de l'autre côté de l'Atlantique qui ont fabriqué cette société, des individus d'abord, et des individus qui vont se regarder en chien de faïence, se détester, se séparer, etc. Je comprends parfaitement votre solidarité à l'égard de la communauté chrétienne, et je trouve aussi qu'il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de peur qui ne dit pas son nom de l'islam en France, et il y a une sorte de défouloir sur le christianisme. On ne peut pas non plus critiquer le judaïsme en raison du poids de la Seconde Guerre mondiale, et on comprend. Et donc il y a une espèce de défouloir, parce qu'il y a des gens qui portent effectivement une vision de la laïcité assez haineuse ou assez agressive. Mais ils ne peuvent pas déverser cette agressivité sur l'islam, alors ils la déversent sur le christianisme. Bon, je trouve ça assez minable. Mais en dehors de ça, moi, il me semble que ce que j'appelle cette néo-aristocratie, qui a tourné le dos vraiment à tout ce qu'est la France, enfin à ce qui fait notre identité de Français, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Ce qui est le plus important, c'est pas nos différences d'origine, c'est pas nos différences de religion, c'est le fait que nous partagions ensemble un bien commun. Et c'est parce que, et en fait, ce qui est véritablement sacré pour les Français, c'est le drapeau. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette histoire de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est les bisounours. Ce qui est vrai et ce qui fait un peuple, une nation, monsieur, c'est la capacité à mourir ensemble contre un ennemi commun. C'est parce qu'on est capable de mourir ensemble, de défendre un même drapeau, et c'est ça qui a fait qu'au travers, et que la France, elle a eu la capacité jusqu'à présent à intégrer des gens venus de partout avec des religions différentes. Et ça remonte à bien avant d'ailleurs la question contemporaine de la laïcité, ni de la laïcité par rapport à la République catholique au début du siècle, ni la question contemporaine de l'islamisme. C'est bien avant ça, c'est les protestants et les catholiques. La France, finalement, Saint-Barthélemy, etc. Ouais, c'est Henri IV. Oui. Henri IV, c'est un roi dont tous les Français... Alors les Français ont vécu des guerres de religion atroces, il y a eu des centaines de milliers de morts, le sang a coulé, c'est terrifiant, et il y a un jeune roi qui récupère la couronne, il s'appelle Henri IV. Ce jeune roi, tout le monde sait très bien qu'il est protestant. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accepter de se convertir, pas parce qu'il a renoncé à sa foi, sans doute il n'a pas renoncé à sa foi, mais parce qu'il veut signifier finalement que ce qui est plus important, c'est pas sa foi religieuse, ce qui est plus important, c'est ce qui va réunir les Français, et c'est la religion, finalement la religion civile. Donc il est très important qu'il y ait un sacré entre citoyens, au-delà des différences religieuses, parce que les différences religieuses, ce sont des différences, et il est normal de respecter le sacré de chaque citoyen d'ailleurs. Abdelkarim, vous voulez... Oui, allez-y. C'est pour ça que je disais, en fait, justement, par rapport au vivre ensemble, moi, je ne parle pas par rapport à ce que vous êtes en train de nous expliquer, je vous parle par rapport aux différences religieuses, par exemple. Oui, mais elles sont... Vous êtes, moi, je suis chrétien, je m'entends très bien avec les musulmans, ou moi, je suis musulman, je m'entends très bien avec les chrétiens. Je parle du vivre ensemble sur ce sens-là. Non, c'est vrai. Mais Abdelkarim, tout à fait. Non, mais en fait, je crois que vous n'êtes pas en désaccord. Pas du tout. Le vrai problème, il est là, simplement au-delà de nos différences religieuses ou autres, est-ce que nous avons en commun des valeurs, un patrimoine, un pays, etc. Qui mérite qu'on sacrifie nos vies. Et qui mérite effectivement qu'on se batte pour lui. Voilà, c'est ça le problème. Mais je vais vous dire par rapport à ça, Guillaume Bigot, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport au communautarisme américain. Tant mieux. Car qui est plus patriote que les Américains ? Alors vous reconnaissez quand même qu'ils sont beaucoup plus patriotes que nous, les Américains. Il n'y a qu'à aller là-bas. Mais parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Parce que la construction de ce qu'est la nation pour eux, ce qu'est l'identité nationale pour eux, est très différente de ce qu'est pour nous. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est un pays qui a été fondé par... des communautés religieuses, et que ces communautés religieuses ensuite se sont agrégées. Alors aux États-Unis, il y a par exemple au moins 2 différences. La première, c'est que tout le monde, il y a une forme de tolérance plus importante d'ailleurs qu'en France vis-à-vis des religions. Mais le drapeau est tellement important. Bien sûr. Tout ça. D'abord, on peut se dire que c'est parce qu'aussi il y a un patriotisme fort qu'il peut y avoir cette tolérance à l'égard des religions. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il n'y a pas de tolérance, par exemple aux États-Unis, à l'égard des laïcs, à l'égard des gens qui ne, enfin pas laïcs au sens de l'Église, mais à l'égard des agnostiques.
dogmatique. Aux États-Unis, vous pouvez avoir le Dieu que vous voulez, mais vous ne pouvez pas ne pas avoir de Dieu. Si vous n'avez pas de Dieu aux États-Unis, si vous ne croyez pas en Dieu, là, c'est un véritable problème. En fait, on vous demande de jurer sur la Bible, par exemple. On ne met pas les athées en prison, quand même. Non, mais ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Ouais. Et les communautés sociales, les communautés dans les villes américaines, dans les petites villes américaines, même si c'est bouddhiste, hein, ça peut être des communautés. Non, ce qui me frappe aussi, juste, mais on va pas. Juives, musulmanes, chiites. Mais c'est vrai que, par exemple, chrétiennes, catholiques. En France, on devient français, on vous donne un papier. En Amérique, il y a une cérémonie. Et je regrette qu'en France, l'acquisition de la nationalité française ne soit pas l'occasion d'une vraie cérémonie importante. Mais voyez, prenons un exemple. Aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général, d'où les problèmes d'Emmanuel Macron à l'égard du monde anglo-saxon, de la presse anglo-saxonne, pour expliquer ce qu'est la laïcité à la française, je pense qu'il s'est très mal expliqué. En fait, pourquoi le voile ne pose strictement aucun problème dans le monde anglo-saxon? Parce qu'il n'y a pas d'exogamie, parce qu'un Anglais ne va pas épouser une Pakistanaise, tout simplement, parce que les Américains WASP, ils se marient pas vraiment en dehors de leur communauté. C'est ça qui se produit. Ils se marient pas à l'extérieur de leur cercle religieux, par exemple. Donc, et regardez aux États-Unis, des siècles après l'esclavage des Noirs américains, il y a encore des Noirs et des Blancs. Ils sont pas mélangés. Regardez au Brésil, ils sont mélangés. Ils sont catholiques. Oui, enfin, c'est plus le temps de l'esclavage, quand même, hein, franchement. J'ai pas dit que c'est le temps de l'esclavage. Ah oui, vous avez dit qu'ils se mélangent. Ils se mélangent pas. Relativement. Ils sont pas métissés comme au Brésil. Bien sûr, mais pour ces raisons-là. Or, en France, pourquoi le voile ne passe pas? Le voile ne passe pas parce que les Français sont racistes ou détestent l'islam, pas du tout. Il ne passe pas parce qu'il y a énormément de mariages interreligieux entre catholiques, juifs, protestants, musulmans, etc., etc. Et donc, les Français, c'est leur histoire, c'est leur identité de longtemps, sont exogames. Regardez, on a fait un pays avec des Bretons, des Normands, des Alsaciens, des Basques, etc. Et donc, l'idée que la femme est voilée, ça veut dire nos femmes sont à nous. Et donc c'est très mal pris par les Français, pas par racisme, mais précisément par antiracisme. Et je répète, jamais un gars du Massachusetts, d'origine irlandaise, va épouser une musulmane. Il y en a. C'est très rare par rapport à ce qui se passe en France. Ne très généralisons pas. Non, mais non, j'ai compris. Allez, la conversation continue en tout cas, hein, à Sud Radio 0826 300 300, puisque vous aussi, vous pouvez participer à cette conversation, prendre la parole. On parle d'alliance entre le roi moderne et les importants, on parle de communautarisme, on parle de place du peuple, des vaccins, des spectacles. Allez, appelez-nous tout de suite. Et la conversation continue entre André Berkoff, Guillaume Bigot et vous, chers amis auditeurs, qui nous appelez tous au 0826 300 300. Et tiens, on va quitter un petit peu le sud, on va retourner à Paris pour donner la parole à Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour. Encore merci pour vos émissions. Vraiment, on apprend toujours beaucoup de choses. Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur le vaccin. Oui. Et moi, personnellement, je trouve que c'est normal que certains Français soient réticents ou hésitants, parce que quand on revoit tout ce qui s'est passé en France et les décisions qui ont été prises, voilà, on peut être réticent. Alors moi, je voudrais rappeler qu'au départ de la crise, la chloroquine avait été interdite parce que c'était dangereux. Oui. Et parallèlement à ça, on a appris plus tard que le gouvernement en avait acheté des grosses quantités pour l'armée. Alors moi, je comprends pas, si on dit quelque chose est dangereux, pourquoi on en achète. Après, un peu plus tard, on nous dit que le remdesivir, c'est vraiment très bien. La France en achète beaucoup et on apprend que finalement, ça ne marche pas. Ouais. Donc voilà, c'est un peu difficile à comprendre. Et puis après, l'hydroxychloroquine est vraiment interdite en France suite à une étude bidon du Lancet. Donc voilà, nous on n'arrive même pas à prendre le temps d'analyser des données ou de réfléchir et hop, on interdit l'hydroxychloroquine comme ça. Et aujourd'hui, on me dit voilà, il y a un vaccin qui est bien, etc. Et on voudrait que je me jette dessus. Moi, je vais pas me jeter dessus parce que personnellement, je ne sais pas. Donc effectivement, ça peut faire réfléchir certains de ne pas comprendre pourquoi certains hésitent, mais en tout cas, moi, je vais hésiter. Et vous n'êtes pas la seule d'ailleurs, Isabelle. Et puis en plus, moi je trouve que les personnes qui sont aux commandes, il n'y a aucune remise en question. Ils s'auto-évaluent en permanence et on dirait qu'ils ne voient même pas les décisions un peu bizarres ou même qui n'étaient pas fondées qu'ils ont prises. Alors voilà, moi je voudrais leur dire, revoyez votre copie et puis essayez peut-être de réfléchir. Et donc si j'ai bien compris votre
votre émission tout à l'heure, le gouvernement n'a pas les données scientifiques du vaccin. Ah ben c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Alors bon, franchement, ça fait pas sérieux quand même. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Et justement, Guillaume Bigot, on arrive en fin d'émission. Et ce que vient de dire Isabelle, c'est on revient, et je voudrais quand même qu'on finisse sur votre livre sur la monarchie, etc. Isabelle dit, c'est vrai, ils sont incapables de voir les conséquences de leurs décisions et de s'auto-évaluer. On a l'impression qu'il n'y a aucune autocritique, aucune distance. Vous voyez, ça c'est pour les vaccins ou le projet des vaccins, et qu'il n'y a aucune distance entre les décisions prises et l'évaluation quand même au départ des conséquences des décisions. Ce qui est la moindre des choses. Quand on prend une décision, il y a une petite vista, une petite vision, une petite prévision. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Il y a une sorte d'autisme intellectuel, mais le refus aussi de rendre compte, parce qu'en démocratie on doit rendre compte à la population, révèle bien quand même leur sentiment de supériorité, leur arrogance, ce que Mao Tse-tung appelle la morgue du bachelier. Voilà. Donc c'est un mélange assez curieux entre une sorte de suffisance, hein, ils ont l'impression de détenir la science infuse, de jamais se tromper, et s'ils se trompent, il ne faut surtout pas le dire. Ouais, c'est ça. C'est un réflexe aussi typique de la haute fonction publique, une sorte de corporatisme. Ils ont l'impression que s'ils ils disent sur le masque, sur le remdesivir, sur le vaccin, etc., ils avouent leur ignorance, leur pouvoir va finalement complètement s'écrouler. Et ensuite, ça révèle aussi une forme de mépris, bien sûr, parce que ils peuvent dire une chose et son contraire, et ils partent du principe que l'opinion est tellement bas de plafond qu'elle ne va pas s'en rendre compte. Voilà, donc c'est une... En fait, il y a un mépris du peuple ou une ignorance du peuple, si on avait... Enfin, les deux, votre honneur. Il y a un mélange des deux, mais je crois surtout qu'on peine à comprendre leur mode de fonctionnement. D'abord, il y a en amont de cette affaire, et notamment sur le vaccin, sur le remdesivir, etc., il y a quand même l'alliance entre la science et le business, et on revient toujours à cette histoire de bon plaisir individuel, à partir du moment où il y a des intérêts individuels. Bon. Mais ils sont plus tenus, d'une certaine façon, par une forme de déontologie, où c'est l'intérêt collectif, c'est l'intérêt général qui va primer. D'une part, il y a ces réflexes de communication. On va parler à tort et à travers du vaccin, alors qu'on n'a qu'un... des masques, de tout le reste. De tout le reste. Ouais. Et on a qu'un communiqué de presse, on n'a pas vraiment de données scientifiques, mais ça ne nous empêche pas de communiquer. Donc, on oublie quand même que ces gens ont été formés, ils ont été sélectionnés, ils ont été formés dans des écoles où on leur apprend à obéir, on leur apprend à se conformer, et on leur apprend en permanence à se raccrocher à des normes. Et s'il n'y a pas de normes, à en fabriquer des normes ou des procédures. C'est exactement ce qu'ils font. Dans leur petite communication au petit pied, c'est ce qu'ils font. Ils ont appris des petits éléments de langage, des petits éléments de communication, alors ils suivent ça à la lettre, comme des bons petits soldats. De plus, on leur a dit aussi, dans la haute fonction publique, surtout quand vous donnez un ordre, vous vous trompez, surtout ne revenez pas dessus, sinon vous allez abîmer votre propre autorité. En fait, on découvre d'une certaine façon, et la crise sanitaire a été un formidable dévoilement de ce mélange de suffisance et d'insuffisance, de ce mélange d'arrogance et de nullité, parce que finalement, on n'avait pas nécessairement très envie de l'Europe, on n'avait pas très envie de continuer à le regroupement familial et l'immigration quand il n'y avait plus de travail, on n'avait plus tellement envie, disons, de faire une politique d'austérité, on n'avait pas tellement envie de dépenser 44 milliards de remboursements chaque année d'intérêt de la dette. Hein. Ça en fait des porte-avions, ça en fait des lits de réanimation. Tout ça, c'est avec notre argent, c'est le premier poste de dépenses de l'État. Et puis d'un seul coup, hop, tout ça a été évacué. Il n'y a pas l'argent magique, il pleuve par centaines de milliards, on ne rembourse plus la dette. Et puis on se rend compte que finalement, la stratégie des classes dirigeantes, c'est-à-dire toujours plus d'Europe, toujours plus d'État de droit, toujours plus de marché, ça nous amenait où en fait? Dans le mur, en réalité. Et on les tient par la peur. On va les tenir par la peur. Voilà. On va les tenir par la peur et par la communication, croit-il. Merci Guillaume Bigot et merci à vous. Merci beaucoup Guillaume Bigot. Je rappelle votre livre Populophobie aux éditions Plomb. Merci à vous André Barkoff. Je rappelle que cette émission évidemment se retrouve sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr.